Monsieur Bertrand Ménard, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Alors tout d'abord, je voudrais que vous nous présentiez un peu votre parcours professionnel et en fait, étant donné que vous avez beaucoup d'expérience à l'étranger, qu'est-ce qui vous a amené à relever ce défi en Arménie? Alors pour mon parcours, donc moi je suis un universitaire de formation, donc j'ai un doctorat, une habilitation et des recherches. L'habilitation c'est un peu une deuxième thèse. Mon domaine d'expertise c'est les sciences de gestion, d'accord. J'ai fait une thèse à l'université de Paris-Dauphine. J'ai un diplôme de l'université d'Oxford aussi. Et puis en termes de parcours, la particularité c'est que j'ai travaillé en entreprise. J'étais dans le secteur financier, j'avais à l'époque 500 millions d'euros sous ma responsabilité. J'ai été dans le conseil en stratégie pour des cabinets anglo-américains très connus parmi les plus gros cabinets. J'ai conseillé des entreprises sur la stratégie de leur organisation. Et un jour, j'ai vu une annonce pour aller créer une école, une université, si vous voulez, au Vietnam. Et donc là, j'ai changé de carrière. Comme j'avais déjà une thèse de doctorat, je me suis dit, tiens, ça serait bien dans ma vie de me dire, le jour où je meurs, mes dernières pensées seraient, ah, j'ai créé une école. Quand même, c'est quand même une réalisation. Et donc, j'ai quitté le monde de l'entreprise, si je puis dire. Et j'ai créé donc une institution qui maintenant est leader au Vietnam. Et pour ce qui m'a amené à l'Arménie, c'est un petit peu la même chose que ce qui m'avait amené au Vietnam. J'ai vu une annonce et je me suis dit, tiens, ce pays martyrisé depuis des siècles, on peut toujours se plaindre, mais ça peut être pas mal aussi de faire quelque chose individuellement. Pourquoi pas aller mettre mon énergie, ma créativité, ma connaissance de l'enseignement supérieur au service de l'Arménie et plus exactement de l'UFA. Donc à la suite de la guerre en Artsakh, donc en octobre-novembre, malheureusement il y a plusieurs étudiants et anciens étudiants qui sont décédés dans ce conflit. Et vous avez initié un plan de réintégration des étudiants soldats. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi va consister cette initiative? Oui, alors déjà la genèse est intéressante pour comprendre finalement cette idée innovante de l'UFAR. 15 jours après le début du combat, j'ai pensé à mon grand-père et mon père qui étaient officiers. Mon grand-père, Humbert Venard, s'est battu contre les Turcs en 1915 et il a eu 3 médailles pendant cette période-là. Il a été blessé et cette guerre-là s'est finie en novembre 1915 pour lui de manière assez terrible puisqu'il attaquait une tranchée avec la baïonnette au canon et il a pris une balle qui a traversé le nez et qui a touché l'œil. Et il a embroché un Turc avec sa baïonnette, il s'est évanoui et la guerre était finie pour lui parce qu'il était sérieusement blessé à la tête. Et il a été tué finalement par les Allemands, enfin les nazis en 1944. Mon père avait prévu d'être médecin et à cause de la Seconde Guerre mondiale a débarqué en Provence en 1900, enfin à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lui-même a été blessé par les nazis et il a fait une carrière dans l'armée. Donc 2 officiers, donc un passé militaire familial. Et 15 jours après le début de la guerre, j'ai pensé finalement à ces personnes qui avaient eu des blessures visibles et qui avaient aussi ce qu'on appelle des blessures invisibles. Parce que la guerre, ça marque les hommes, même des professionnels, même des soldats ou des officiers de métier. Donc j'ai pensé à eux et je me suis dit, mince, on a quand même des étudiants, une vingtaine qui sont partis au front. Et il va falloir les réintégrer. La guerre, ça perturbe beaucoup les individus, c'est dur, pas simplement le fait d'être blessé physiquement, mais il y a aussi ces blessures invisibles, et il va falloir aussi les ramener à l'UFA. L'idée essentielle, c'est de remettre dans la vie civile et dans la réussite éducative des jeunes qui sont partis quasiment 2 mois au combat, avec un certain nombre d'éléments. Première chose, des cours individuels, face à face, un prof, un étudiant. Des cours en groupe quand c'est possible, puisque dans certains sujets, on peut imaginer par exemple des cours de langue, on peut les mettre par groupe de niveau et on n'est pas obligé d'avoir des cours individuels. Ce qu'on a appelé aussi l'appui individuel personnalisé, c'est-à-dire une espèce
coaching, de réunions avec chacun des étudiants pris isolément pour parler avec lui de ses émotions, et c'est fait par un professionnel. Et puis un suivi par email, par Facebook, de ce petit groupe. Et enfin, une réunion mensuelle, chaque mois. On les réunit, là bientôt on va devoir les réunir, on fait le point avec eux, comment ça se passe, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que vous souhaitez d'autre. Et ce plan de réintégration des étudiants soldats a comme objectif de faire en sorte que ces jeunes qui ont sacrifié une part d'eux-mêmes, ça laissera des marques indélébiles toute leur vie. Certains ont vu bien sûr des atrocités, certains ont vu des camarades blessés, souffrir, mourir. Et notre objectif, nous, à l'UFAR, c'est de faire en sorte de les amener à re-rentrer dans la vie civile et à réussir leur année scolaire et leur parcours universitaire. Parmi les autres initiatives que vous avez lancées, il y a aussi l'accélérateur 28 qui a pour but de développer la culture entrepreneuriale en Arménie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette structure va opérer? Et l'idée est la suivante, c'est aucun cours, c'est du tutorat, c'est faire un constat avec chacun des individus ou des groupes d'individus en disant quel est votre projet et les amener par un certain nombre de réunions à progressivement à étoffer leur projet. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réunion qui va porter sur quels sont vos utilisateurs finaux, quels sont les consommateurs, quels sont leurs besoins. Une autre réunion qui va porter sur la concurrence. S'ils n'ont jamais fait de marketing, on leur expliquera comment on analyse une concurrence. Après, il va y avoir une réunion sur comment on fait un plan d'affaires, un business plan, etc., etc., etc. Et ces réunions sont animées avec la volonté d'avoir des étudiants qui s'aident aussi entre eux. C'est-à-dire, entre groupes, finalement, ils vont écouter les autres et se donner les conseils en disant « tu devrais peut-être faire ça, etc. » Donc c'est vraiment un groupe assez solidaire que l'on veut créer et qui, étape après étape, sur plusieurs mois, va progressivement arriver à faire éclore peut-être un certain nombre d'entreprises. Alors, dans un certain nombre de cas, ils ne créeront pas d'entreprise. Par contre, ils vont avoir une acculturation à la création d'entreprise. Et peut-être que dans des années, ils se rappelleront de cette expérience et on aura lui faire une petite graine dans leur cerveau et ils diront tiens, maintenant j'ai envie de la créer et je me rappelle ce tutorat que j'ai eu. Et donc c'est l'idée de l'accélérateur 28. Donc ça a été créé fin 2020 à mon initiative avec cette idée de cette rencontre avec cette étudiante brillante. Avec un grand mouvement des équipes qui trouvent l'idée vraiment excellente. C'était un élément qui manquait à l'UFAR. Et dès cette année, en 2021, on va encadrer 10 à 15 équipes. Alors les équipes, ça peut être 1 ou 3 personnes en fait. Et sur le début de l'année 2021, on ne veut pas faire plus. Pourquoi? Parce que l'accélérateur démarre. Et encadrer 15 d'équipes, c'est déjà très lourd, parce qu'il faut plein de tuteurs sur des matières différentes. Et puis on peut avoir des sujets qui sont complètement, presque à l'opposé les uns des autres. On peut avoir quelqu'un qui veut développer un site internet, quelqu'un qui veut faire de la poterie, quelqu'un qui veut lancer un nouveau vin, quelqu'un qui veut faire des fromages. Vous pouvez avoir une panoplie énorme de projets qui sont donc à l'aune de la créativité des personnes que l'on a à l'UFAR. Donc en 2020, c'était aussi les 20 ans de l'UFAR, et à cette occasion, il y a le projet UFAR 20+, qui a été lancé pour un nouveau campus universitaire technologique. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est le projet actuellement? Le succès de l'UFAR engendre aussi une faiblesse, qui est que finalement, il faut pousser un peu les murs. il faut avoir plus de place. Et notamment, un des succès de l'UFAR, ça a été la création d'une nouvelle faculté dans le domaine informatique et mathématique, qui existe depuis quelques années, depuis 2018. En créant une nouvelle faculté, en ayant des locaux restreints, on s'est retrouvé à l'étroit dans nos murs. Donc là est né le projet UFAR 20+. On a la chance d'avoir des financements de régions françaises, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Île-de-France, qui ont une aide vraiment substantielle pour ce projet. Une aide aussi de l'Union européenne et puis de tous nos partenaires. Bien sûr, l'aide du gouvernement français depuis 20 ans, c'est évident. Et le premier rang duquel l'ambassade de France. Et l'idée, c'est à terme faire construire un certain nombre de bâtiments qui correspondront aux différentes facultés. Et comme on a une nouvelle faculté qui est la faculté d'informatique,
l'idée, c'est de commencer par le bâtiment de la faculté d'informatique et de mathématiques appliquées. L'UFA est aussi impliqué dans le projet Erasmus+, dans le cadre plus global européen. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et de comment il va impacter vos étudiants? On va étudier les systèmes d'apprentissage dans le supérieur dans 2 pays de référence, ce sont la France et l'Autriche, et on va comparer avec 2 pays pour lesquels l'apprentissage dans le supérieur est relativement faible, voire inexistant, l'Arménie et la Moldavie. Et l'apprentissage dans le supérieur, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prend des étudiants et on les fait étudier et travailler en même temps dans un système qui est très vertueux où l'expérience professionnelle vient approvisionner en connaissances, que ce soit en expérience, l'apprentissage plus théorique qui est fait à l'université et inversement, on passe de l'un à l'autre. Donc il y a une mécanique à trouver et c'est extrêmement vertueux pour les étudiants dans la mesure où ils peuvent mêler un savoir pratique et théorique. C'est extrêmement vertueux pour les entreprises parce qu'elles ont des employés extrêmement bien formés, pertinents, qui connaissent les réalités du terrain, qui sont efficaces. C'est très intéressant pour un pays comme l'Arménie ou la Moldavie parce que ça permet d'un seul coup d'avoir des jeunes qui ont une meilleure employabilité dans la mesure où ils n'ont pas eu des enseignements très théoriques complètement loin de la réalité. Il y a toujours ce mélange entre théorie et pratique. Et il se trouve que l'apprentissage dans l'enseignement supérieur n'existe pas en Arménie. Donc il y a vraiment tout à faire. Et tout à faire, ça veut dire réfléchir au cadre légal. Ça veut dire au système d'incitation pour inciter les entreprises à le faire. C'est comprendre les besoins des entreprises. Dans quelle mesure elles ont envie de le faire et pour faire quoi. Comprendre les contraintes des universités en Arménie. Comprendre aussi ce que les utilisateurs, les étudiants, finalement, ont envie de faire, peuvent faire, etc. etc. Et là où c'est intéressant de comparer avec la France et l'Autriche, c'est que l'apprentissage dans ces pays-là existe depuis des siècles, puisque les cathédrales, par exemple, ont été construites donc, il y a 8 ou 9 siècles dans les systèmes d'apprentissage, puisque vous aviez apprenti, le compagnon et le maître. Et donc les gens étaient en apprentissage pendant un temps qui durait 7-8 ans au minimum, et ils travaillaient et ils apprenaient en même temps. Ce qui faisait un jour des apprentis qui devenaient compagnons, puis des compagnons qui devenaient maîtres, et eux-mêmes, étant maîtres, pouvaient diffuser leur savoir. Merci beaucoup, Monsieur Arbiter, pour votre disponibilité. On vous souhaite tout le meilleur en Arménie et tout le meilleur à l'Université française en Arménie. Merci, c'est très gentil. Merci pour votre entretien. À bientôt.